Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour aux téléspectateurs de la chaîne Les Confs d'Université. Aujourd'hui, nous avons une invitée particulière. D'habitude, je commence par introduire la conférence en évoquant le CV de mon invité. Exceptionnellement, je vais vous parler de mon propre parcours avant de vous parler du parcours de mon invité. Durant mes longues années d'études, hein, qui constituent un métier à part entière, hein, notre invité nous le dira. J'ai eu la chance d'enseigner à différents niveaux, à différents publics, de la maternelle au supérieur, en France et à l'étranger. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des soucis pédagogiques, des soucis de scolarité, même à un très haut niveau, sur lesquels j'ai pas pu mettre des mots, j'ai pas pu aller au bout de mes réflexions puisqu'il me manquait des billes et puisque on va voir les billes qui me manquaient, on va en parler aujourd'hui. Et donc, c'est ma formation avec l'invité d'aujourd'hui. Donc, je fais durer le suspense. Grâce à cette formation, j'ai découvert de nouvelles pistes pour solutionner ces problématiques. Alors, ça règle pas tout, mais ça ouvre des portails qui ne l'étaient pas initialement. Alors, notre invitée est enseignante. Elle a travaillé dans les beaux quartiers de Paris. Mais elle a également travaillé dans des quartiers dits populaires. Elle est actuellement chef d'établissement dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans le 93, plus connu sous le nom 9-3. En plus de son métier donc d'enseignante, elle est ce que j'appelle une méthodologiste, hein. Elle me dira si elle est d'accord avec cette étiquette que je lui colle. Elle décèle les failles scolaires chez les apprenants dont elle a la charge, jeunes ou moins jeunes, et elle leur propose une méthodologie. Alors, une méthodologie de travail souvent co-construite avec l'élève, impliquant l'institution scolaire à travers l'enseignant et les apprenants. Alors, on appelle cette approche l'orthopédagogie. Alors, ces bases ont été posées par Antoine de La Garandrie, qui s'est inspiré de sa propre subjectivité, de sa propre histoire d'élève. Alors, l'idée est notamment, mais pas exclusivement, de nous apprendre comment bien faire fonctionner notre tête, notre cerveau, et notre invité nous parlera du phénomène notamment, enfin, qui m'intéresse moi le plus, qui m'intrigue, de la mémorisation et notamment de la réactivation, concept très peu connu malheureusement dans le milieu scolaire. Donc, bienvenue Linda Tamimount, bienvenue au Conf d'Université. Alors, il s'agit d'un cycle de conférences organisé par l'association Tous Universités que j'ai créé avec des collègues enseignants. Alors, sa principale vocation est de valoriser les habitants des quartiers dits populaires et autres zones rurales. La valorisation prend des formes différentes. Ça peut être des conférences interactives comme ce que nous sommes en train de faire actuellement. Ça peut également être des exercices plus académiques à travers des articles scientifiques que vous retrouverez sur ma page academia.edu, ou ça peut être des travaux de vulgarisation, des médiations que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, Les Confs d'Université. Alors, Linda, tu es avec moi aujourd'hui parce que tu interviens notamment auprès d'élèves résidant dans ces espaces dits minorés, banlieues, quartiers. Tu formes également des adultes à l'orthopédagogie. Alors, tu ne fais pas de la formation hors sol, hein, tu soumets tes recherches au regard des personnes que tu formes, hein, des adultes souvent spécialistes, hyper spécialistes dans leur domaine. En fait, tu es un peu l'antithèse du chercheur tel que défini par Max Weber, hein, je cite, on ne peut pas être en même temps un homme d'action, en l'occurrence une femme, et une femme d'études, sans porter atteinte à la dignité de l'un et de l'autre métier. Tu es aujourd'hui ici l'exemple que c'est possible sans porter d'atteinte à la dignité de personne. Et c'est pourquoi on t'invite et on te souhaite la bienvenue dans les confs d'université. Alors, avant de commencer notre conférence, je vais te demander de te présenter de manière succincte. Euh, à toi l'honneur. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie et merci beaucoup pour cette invitation, Waji. Voilà, donc moi je suis Linda. Alors je suis une enfant de Seine-Saint-Denis, j'ai grandi à La Courneuve, j'ai effectué tout mon cursus, tout mon parcours scolaire. Voilà, je suis actuellement directrice d'école et depuis une vingtaine d'années en parallèle à mes fonctions premières, je suis orthopédagogue. Voilà, j'ai été formée à la gestion mentale il y a un peu plus de 20 ans et j'ai eu la chance que mon mémoire soit validé par Antoine de La Garandrie, avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer pendant presque 10 ans, puisqu'il est décédé en 2010.
un personnage formidable qui a beaucoup fait avancer les recherches sur le plan pédagogique. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Donc aujourd'hui, je suis forte d'une expérience qui a été le fruit de mon travail auprès des jeunes en grande difficulté de mon quartier et grand écart auprès des jeunes des quartiers très favorisés, donc dans le 16e, à Neuilly, etc. Voilà. L'affiliation de l'orthopédagogie, elle est plutôt européenne ou nord-américaine? Nord-américaine. D'accord. L'orthopédagogie est née au Canada. La plupart de Mhm, mes collègues sont canadiens, hein, très mhm, clairement. Et alors, on a beaucoup d'orthopédagogues en Suisse, en Belgique, au Canada. En France, c'est mhm. en train d'arriver tout doucement, et vraiment tout doucement. D'accord. Donc depuis 20 ans, ça arrive doucement. Mais très, très doucement. On commence à avoir des formations qualifiantes en orthopédagogie. Il y Ouais. a désormais un diplôme universitaire en orthopédagogie qui existe Mhm. uniquement depuis 2 ans. D'accord. Avant de te poser la question incontournable, qu'est-ce que l'orthopédagogie? J'aimerais te faire réagir à une Dans les citation. tribus anciennes, tout humain du groupe était considéré comme adéquat a priori. Mais dans nos Mhm, sociétés modernes, l'adéquation ne va pas de soi. À l'école, par exemple, si vous n'êtes pas en adéquation avec le système, c'est vous le coupable, pas lui. C'est une absurdité. L'homme construit des systèmes pour se servir et ils finissent par l'asservir lui. Cette situation se répète inlassablement dans notre histoire. Je suis à 1000% d'accord avec cette citation. Voilà. Ça rejoint un petit peu la citation d'Albert Einstein hein, qui dit que on demande à tous les élèves d'être mhm, capables d'avoir les mêmes compétences et on les évalue sur des notions, sur du savoir-faire, savoir-être qu'ils ne sont pas tous capables d'acquérir et pour lesquels ils n'ont pas les prédispositions ou les prérequis. Je suis Bon. complètement d'accord avec ça. Et est-ce que l'orthopédagogie peut faire quelque chose à ce niveau? Mais bien sûr, l'orthopédagogie, elle peut bousculer le système. J'espère que l'orthopédagogie, à terme, permettra à tous les collègues enseignants de réinterroger les pratiques pédagogiques, de réinterroger le système dans lequel on s'est tous inscrits, pour lequel on se conforme tous, mais qui met sur les bancs de l'école beaucoup trop d'élèves. Beaucoup, beaucoup trop d'élèves. C'est par ailleurs pour ça que, de ce triste constat qu'est née notre association Agir, aider et guider pour initier la réussite, justement pour lutter activement contre le décrochage scolaire des jeunes de Seine-Saint-Denis en priorité. Mais il y a tellement à faire en Seine-Saint-Denis qu'il faudrait essaimer hein, ce qui se passe, ce que Agir fait dans le 93, un petit peu partout en France. Mais voilà, je pense qu'au moment où on sera un peu plus solide, plus costaud, on pourra se permettre de le faire. Mais il y a fort à faire, déjà en Seine-Saint-Denis. Et pourquoi ce que vous faites vous ne le fait pas l'école? Alors, il faut savoir que l'élève d'Antoine de la Garandrie est Philippe Mérieux. Alors, tous les deux ont travaillé ensemble de très, très, très longues années. Et à un moment donné, les chemins se sont séparés. Et ce qui est incroyable, c'est que Philippe Mérieux est très connu dans le milieu public. Antoine de la Garandrie est très connu dans le milieu privé. Voilà. Donc, lorsqu'on va dans les collèges et les lycées privés parisiens, tout le monde sait qui est Antoine de la Garandrie. Quand on va dans le public, la plupart des collègues enseignants ne savent absolument pas de qui il s'agit. Pourtant, Antoine de la Garandrie était, entre guillemets, le maître de Philippe Mérieux. Voilà. Donc, on arrivera à changer les choses, à bouger les lignes, mais il faudra sûrement davantage de temps. Et il faut surtout former les collègues pour qu'ils puissent s'approprier les outils et les diffuser au maximum pour pouvoir sauver et puis permettre à beaucoup d'élèves de sortir de la zone rouge. Parce que là, on réinterroge un petit peu toutes les questions de l'intelligence. Beaucoup d'élèves Mhm. conditionnent l'intelligence à la réussite scolaire. Or, Oui. ça n'est pas parce que je ne réussis pas à l'école que je ne suis pas intelligent. Et on doit absolument rassurer tous ces élèves qui ne réussiront pas nécessairement à l'école, mais qui, pour autant, ne sont pas bêtes. Et ils ont vraiment besoin d'être rassurés Alors, sur ça. tu répondrais quoi à toutes ces personnalités qui, qui pensent que ton discours, qui est le mien aussi, c'est de la démagogie? C'est pas du tout de la démagogie. Moi qui prends à cœur mon travail, ça fait 24 ans que je suis dans l'éducation nationale. Mm. D'accord. Dès ma première année d'enseignement, je me suis retrouvée à la tête d'une classe de CM2 avec beaucoup d'élèves qui avaient des troubles de l'apprentissage, troubles 10, dyslexie, dysorthographie, etc. J'étais démunie. Je ne crache pas sur le système. Cependant,
sur ma première année d'enseignante, en tant qu'enseignante, avoir eu affaire à ces élèves pour lesquels je me sentais impuissante. J'ai toujours voulu être enseignante depuis toute petite. Donc, lorsque je suis enfin devenue professeure des écoles, c'était le sésame pour moi. Et je me suis sentie tellement impuissante et désarmée face à ces élèves. Moi qui passais des heures à construire mes situations d'apprentissage pour embarquer toute ma classe. Mes élèves le sentaient, hein, mais je me sentais impuissante. Et j'ai dû trouver les réponses ailleurs. Donc, si je veux synthétiser ce que tu viens de dire, c'est que l'orthopédagogie permet dans une certaine mesure de limiter le déterminisme social. Dans une certaine mesure, oui. Et puis je le vois parce que ça fait déjà 20 ans que je suis orthopédagogue et redonner confiance à l'élève dans ses Mhm. capacités intellectuelles, c'est redonner confiance à l'élève en tant qu'humain, en tant que citoyen et en tant que personne qui va agir et interagir dans la société. Donc, Alors, tu dis quelque chose d'intéressant. Tu dis que les bons élèves n'ont pas forcément besoin de nous. De toute manière, ils réussiront avec notre aide plus oui, facilement, peut-être, mais ils réussiront quand même. Et les adultes au sein des écoles doivent être plus présents pour les élèves en difficulté, voire en très grande difficulté, qui finalement, si on leur donnait quelques billes méthodologiques, finiraient par avoir le niveau escompté. tout à fait. Mais tout à fait. Et je pense que de toute façon, la magie de notre travail repose sur le fait qu'on soit capable de réinscrire dans une dynamique Mhm. positive un élève en difficulté. L'élève qui sait bien faire fonctionner sa tête réussira quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il réussira. Il va s'adapter. Son travail, son métier d'élève ne sera pas conditionné par l'enseignant qui est en face, par la matière que j'aime ou que je n'aime pas. Ce sont des élèves qui intrinsèquement savent se motiver, définir des objectifs. Nos élèves ici, dans le 93 notamment, mais aussi un petit peu partout en France, ont beaucoup de mal à donner du sens à leur métier d'élève, ont beaucoup de mal à comprendre les implicites. Voilà, les implicites auxquels ils font face au quotidien. Alors, ils ont peut-être du mal à comprendre, mais c'est un autre problème. C'est peut-être parce qu'ils y voient pas de l'intérêt par rapport à la pédagogie par le mauvais exemple qu'ils ont autour d'eux. Quand on a bac plus 8 dans une filière relativement prestigieuse et qu'on se retrouve vendeur dans un magasin ou autre métier, je ne dis pas que c'est pas valorisant d'être vendeur dans un magasin, mais quand on a les capacités de faire fonctionner un satellite et qu'on se retrouve dans un métier de vendeur ou autre, bah, ça fait que bah, peut-être que le petit frère ne voit pas trop l'intérêt voilà. Est-ce que c'est une problématique que tu peux rencontrer? Ah, mais très, très souvent, en fait, on a des élèves qui, de toute façon, sont complètement démotivés, démobilisés, qui n'ont pas du tout envie de s'investir à l'école, puisqu'encore une fois, autour d'eux, des exemples de personnes qui ont poussé les études et qui finalement s'arrêtent en cours de chemin ou alors vont jusqu'au bout, ça c'est encore plus douloureux, vont jusqu'au bout et ne parviennent pas à trouver un emploi dans la filière dans laquelle ils se sont dirigés, c'est extrêmement difficile. Donc, ces élèves-là qu'on a, nous, en suivi, il faut tout réinscrire. Il faut surtout rétablir la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas innée, elle nous est donnée par notre entourage, en premier lieu par nos parents, notre famille, les personnes les plus proches, mais elle est également donnée par tous les adultes référents qu'on va rencontrer au cours de notre vie. Ça peut être un coach sportif, ça peut être un voisin, quelqu'un qui va avoir une parole bienveillante. Il faut absolument travailler. C'est un déclic en fait. On a tous besoin de ce déclic qui nous fait prendre Complètement, conscience de notre potentiel. Voilà. tout à fait. Et c'est ça que fait l'orthopédagogie. C'est on fait un arrêt sur image et on prend le temps de comprendre comment fonctionne ma tête. Une fois que j'ai les clés du fonctionnement de ma tête, je connais mes qualités, mes défauts, je sais ce que je suis capable de faire, puisque dans le cadre d'un suivi en orthopédagogie, on ne ment pas à l'élève, d'accord? On fait vraiment le point sur les objectifs et ses capacités à les atteindre. On s'assure toujours que l'élève entrevoit sa capacité à réussir. Mhm. Nous-mêmes adultes, si on sait que nous ne sommes pas capables de réussir quelque chose, on ne s'engagera pas. Et là, on parle vraiment d'engagement. Pour être motivé, il faut s'engager. Et ensuite, il faut persévérer. Pour avoir l'engagement et la persévérance, il faut activer ce petit déclic qu'on réussit à activer dans le cadre d'un suivi en orthopédagogie. Et ça, c'est magique. Là, je ne peux pas dire autre chose. C'est vrai que c'est assez magique. Beaucoup de parents nous font des retours en nous disant, mais qu'est-ce que vous faites? C'est incroyable, c'est magique. Non, c'est qu'en fait, ce n'est pas nous les magiciens. Ce sont les élèves en eux-mêmes qui n'ont
pas eu conscience ou pas eu la chance de rencontrer des gens qui avaient révélé leur potentiel jusqu'à aujourd'hui. L'orthopédagogie permet de le faire et En permet de fait, mettre le mot derrière tout. les personnes qu'on rencontre peuvent nous mettre dans cette situation de dynamisme, de motivation, ou nous mettre dans l'impuissance apprise. Ouais. Donc du coup, c'est ce qui se passe avec avec certains de nos élèves par rapport aux mathématiques ou aux matières scientifiques, ou par rapport à une catégorie, les lycéennes, qui s'orientent de moins en moins, même avec la nouvelle réforme, vers les matières scientifiques, parce qu'elles sont dans cette optique d'impuissance apprise. C'est trop difficile pour toi, c'est compliqué. Et ça, c'est le discours ordinaire, j'ai envie de dire, Oui. de personnel qualifié, enseignants, Oui. etc., qui a un impact considérable sur la motivation de nos élèves. Ah, très clairement. Et aujourd'hui, les enseignants, quels qu'ils soient, premier, second degré, ont l'impression que les leviers motivationnels activés ne sont pas de leur fait, ne sont pas à leur portée. Encore une fois, on ne peut pas leur jeter la pierre parce que personne n'a été formé à toutes ces questions-là. Quand on demande aux enseignants lors des formations, parce qu'avec notre association, on forme tous les collègues du premier et du second degré autour des questions de la motivation, définir la motivation, c'est difficile. Définir ce qu'on appelle les leviers motivationnels pour un enseignant, même avec 20 ou 30 ans de pratique, c'est très compliqué. Mais est-ce qu'ils considèrent que c'est pas de leur ressort parce qu'ils n'ont pas été formés, ou ils considèrent tout simplement que c'est pas leur job? Quand je travaille sur le public, enfin un public particulier qui est le public allophone, quand j'essaye d'expliquer aux collègues que effectivement il y a des représentations de l'élève allophone, de ses propres langues, de la langue française, et donc à partir de ces représentations, c'est un levier pour nous pour pouvoir consolider, renforcer ce qui est positif et pallier ce qui ne va pas. Certains adhèrent et d'autres te font comprendre que moi, mon but, c'est de transmettre de la connaissance. Moi, j'ai un programme, j'ai 1 heure, une séance et un programme à transmettre, et donc j'ai pas le temps, même si j'ai envie de le faire, je ne peux pas. Il y a aussi cette impuissance apprise du coup. Oui, mais complètement. Et c'est là où beaucoup se trompent, puisqu'encore une fois, si on veut vraiment… Allô? Allô, ça a coupé, ça a figé. Alors. Ouais. Tu m'entends? Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, je t'en prie. Ce que j'étais en train de préciser, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi accepter de réinterroger notre métier d'enseignant. Il faut accepter de bousculer toutes ces représentations, d'accord? Et pouvoir se dire que on peut déclencher chez un élève qui voit la montagne d'obstacles qui s'amoncellent devant lui, on peut retravailler tous ces éléments-là avec lui pour qu'il ne voit finalement que de petites étapes qui vont l'aider à cheminer vers un objectif clairement défini. Tant que l'objectif n'est pas clairement défini, et ça n'est pas si évident que ça, encore une fois, définir des objectifs dans le cadre du parcours scolaire ou du parcours professionnel, ça pourrait paraître évident pour tous, ça ne l'est absolument pas. Parce qu'une fois qu'on a défini l'objectif, ce qui est déjà une étape très importante, il faut également définir toutes les étapes qui vont nous permettre d'aller et d'atteindre l'objectif. Et là, on parle de projet. Et c'est le projet positif, évidemment, qui permettra d'atteindre l'objectif. Tout élève ou tout adulte qui va s'engager sur un projet négatif, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne sais pas si je peux, de toute façon, autour de moi, on m'a toujours dit que, etc., etc. Tout cela conditionne la petite voix intérieure qu'on a tous et qui va faire qu'à un moment donné, notre tête fera précisément ce qu'on lui dit de faire. Si on a déjà comme postulat de départ que je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas sûre d'y arriver, ça va être compliqué, de toute façon, dans ma famille, personne n'y arrive, on est conditionné. Et c'est tout ça que va découdre l'orthopédagogie dans le cadre des suivis pour redéfinir. On se fixe un objectif atteignable, réalisable. Il n'est absolument pas question d'engager l'élève vers des objectifs qu'il ne pourra pas atteindre, puisque la seule chose qu'on va réussir à gagner, c'est de le démotiver réellement. Alors, est-ce qu'il faut rappeler que notre cerveau s'oriente facilement vers la facilité et évite la complexité? Mais bien sûr. Je pense que beaucoup d'élèves ne le savent pas, puisque le cerveau est le berceau de l'intelligence dans la conscience collective, et ils ont beaucoup de mal à comprendre que notre cerveau lui arrive
d'être bête, entre guillemets, et de s'orienter vers ce qui lui semble, sur ce il a été conditionné à considérer comme étant facile. Et c'est ce qui conduit, par exemple, à la prolifération des clichés, parce que finalement, un cliché, c'est plus facile à assimiler par le cerveau que la complexité qu'il y a autour. Complètement. On le voit durant les formations qu'on dispense avec notre association, hein. Plus de cela, tout se joue au niveau du cerveau néocortex et c'est le cerveau le plus feignant des trois. C'est vraiment celui qui ira toujours à la facilité. On a trois cerveaux, hein, pour nos auditeurs et qui ne le savent pas nécessairement. On a en réalité trois zones de cerveau. Le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque qui va gérer tous les réflexes et les instincts de survie. C'est également au niveau de ce cerveau-là que vont se loger tous les apprentissages automatiques, hein. Quand on maîtrise parfaitement quelque chose, c'est lui qui est en action. On a également le cerveau limbique, siège de nos émotions, de nos sentiments. Donc, ces deux cerveaux sont extrêmement importants dans le cadre des apprentissages, hein, mais eux fonctionnent en pilote automatique. Voilà. Eux, une fois que les habitudes sont installées, ils s'y conforment et tout va bien. Le cerveau néocortex qui nous permet d'installer de nouvelles connaissances, lui, alors ne fonctionne pas en pilote automatique, c'est aux élèves de l'activer et c'est le plus feignant des trois. Et lui, à chaque fois, prendra toujours les chemins les plus courts et pas forcément ceux qui vont correspondre aux attentes de l'institution, des enseignants, etc. Donc, il faut absolument… Et les plus courts pour expliquer à nos téléspectateurs, c'est par exemple éviter tout ce qui est procédural. Tout à fait, mais tout à fait. Il faut absolument que les élèves prennent conscience, et adultes également, hein, du fonctionnement. Comment fonctionne ma tête? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Finalement, être attentif, ce n'est pas nécessairement ce que tout le monde se représente. Écouter, se concentrer. C'est, sur le plan mental, c'est une action différente de je me concentre et j'écoute. Au niveau de l'orthopédagogie, Ouais, dès qu'on a réussi à réinscrire un élève dans une dynamique positive de ouais, réussite, oui. voilà. Alors, ça peut être sur du long terme. Donc, l'élève a Mhm. vraiment besoin de tout redéfinir et on va l'armer sur le plan méthodologique pour un certain nombre d'années. Idéalement, en orthopédagogie, si un élève est en difficulté, c'est bien qu'il ait un suivi durant sa période élémentaire, un suivi durant la période collège, un suivi durant la période lycée. Pourquoi? Parce que le métier d'élève de collège et le métier d'élève de lycée n'ont rien à voir. D'accord? Nous ne sommes absolument pas sur les mêmes attentes. Et lorsqu'un élève a du mal à se conformer à son métier d'élève dès l'école élémentaire, on peut être à peu près sûr que se reparamétrer pour se réinscrire et adopter de bonnes habitudes de travail et de bonnes stratégies d'apprentissage, on aura besoin de le refaire dès le début du collège pour passer 4 années au collège paisibles. Mhm. Idem pour l'entrée au lycée. Donc, les règles du jeu changent Change, ouais. fondamentalement. Voilà. Ce qu'on Les attend attentes ne sont plus les mêmes, oui. absolument. Donc, l'élève a aussi besoin de cette petite piqûre de rappel. Mhm. Une fois que l'élève est parti et sur les bons rails et qu'il a compris quelles étaient les règles du jeu, il est en Alors, autonomie. est-ce qu'il faut rappeler que l'orthopédagogie ne concerne pas exclusivement les élèves en difficulté et Ah, tout à concerne fait, aussi beaucoup les élèves à haut potentiel tout à qui fait. sont, enfin, qui ont un cerveau qui fonctionne différemment des autres, peut-être plus rapidement, peut-être, mais Oui, c'est pas parce qu'il est plus rapide qu'il ne suscite pas plus de difficultés pour l'élève en question. cerveau plus rapide, mais difficulté à se conformer au système. Donc, difficulté. On est vraiment à chaque fois, tous les élèves qui présentent des profils atypiques, si je peux me Mhm, permettre de le dire comme ça, sont en difficulté en réalité. Des difficultés à se conformer aux attentes, des difficultés à accepter les règles, des difficultés à comprendre aussi comment fonctionne leur tête, puisque c'est très difficile et c'est douloureux. Alors, je vais dissocier deux choses, les difficultés d'apprentissage et les troubles de l'apprentissage. Donc, les mhm, difficultés d'apprentissage, elles vont être normalement ponctuelles, pardon, elles peuvent durer dans le temps, mais elles peuvent, par un travail mis en place en parallèle, être comblées, en tout cas être travaillées. mhm, Les troubles de l'apprentissage, qui sont des troubles neurodéveloppementaux, les mhm, troubles 10, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, etc., c'est encore autre chose. Un mhm, élève intellectuellement précoce va plutôt s'apparenter aux élèves qui présentent des troubles et qui, eux, ont réellement besoin d'un suivi précis, particulier, parce que leur grande difficulté, c'est un fonctionnement mental complètement atypique et de grosses difficultés à se conformer à la posture d'élève, comme tu le précisais il y a quelques minutes. Pour eux, ça n'est absolument pas
naturel. C'est compliqué. En plus, ils se rendent rapidement compte qu'ils sont en décalage et avec les élèves de leur âge et avec les enseignants. Combien sont-ils à être au potentiel intellectuel, à avoir un regard, mais qui dérange en plus les enseignants. Là, s'ils sont nombreux à m'écouter, ils se reconnaîtront. Ils vont défier l'autorité. Ils vont remettre en question les choses parce qu'en plus de ça, c'est nécessaire pour eux. Ils n'accepteront jamais une connaissance telle qu'elle est. Ils ont besoin de la vérifier, ils ont besoin de la contextualiser. Donc, et tout ça, souvent, ça dérange. Parce que quand le prof arrive et qu'il a déjà prévu son cours, qui démarre d'un point A et qui va jusqu'à un point B, qu'il a anticipé quelques questions classiques, basiques, souvent, ce sont des élèves qui dérangent. Et moi, lorsque je les récupère dans le cadre de suivi individuel, c'est souvent ce qui ressort. En plus, on dit souvent qu'ils sont insolents, qu'ils font preuve de défiance, d'insolence. Ils sont incompris. Et du coup, ça impacte vraiment les notes et d'accord. Donc, Oui. en fait, on est dans un système qui a du mal à incorporer au sens étymologique du terme les élèves en difficulté Oui. et les élèves à haut potentiel. Parce qu'on pourrait penser que finalement, avec les élèves à haut potentiel, ça roule tout seul. Non. Donc finalement, on est dans un système qui sait faire avec les élèves au milieu. C'est-à-dire Voilà, tout à fait. pas trop, pour dire les choses vulgairement, trivialement, pas trop intelligent et pas trop en difficulté. Alors là, je vais rebondir parce que ce ne sera même pas une question d'intelligence. Oui, Là, on va trivialement. vraiment J'ai parler, dit trivialement. d'accord. Oui. Vraiment parler il y a ceux qui sont scolaires, qui vont être capables de se conformer au système, de rentrer dans le moule. Et il y a ceux qui, du fait de leur profil atypique, du fait de leurs difficultés, ne rentreront pas dans le moule. Et notre système est fait pour ceux qui rentrent dans le moule. Tous les autres sont mis en marge. Voilà. Et à chaque fois, ça va être des parents qui vont devoir déployer beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup d'argent pour pouvoir offrir à leurs enfants les meilleures chances de réussite en mettant en place des suivis divers et variés à côté. Est-ce que c'est normal? Sur un plan légal, tu veux dire? Sur tous les plans. À mon sens, il y a un problème quelque part. Alors, certains réussissent à trouver des subterfuges avec la carte scolaire, ce qui peut être un palliatif dans certaines situations. Mais effectivement, la majorité vont se rabattre sur le privé, les cours particuliers, et s'ils ont de la chance, tomber sur une association comme la tienne. Parce que là, on n'est pas sur la transmission de connaissances, mais sur comment réceptionner, transmettre, etc. Redonner confiance à l'élève dans ses capacités, l'armer sur le plan méthodologique, évidemment pour qu'il se conforme, parce que l'idée, encore une fois, c'est de les aider à se conformer à leur métier d'élève. C'est quand même violent, Linda. Je pense que tu es d'accord avec moi et que tu le dis aussi dans tes formations. On est ce qu'on enseigne. On enseigne comme on apprend. Voilà. Donc, c'est très violent de dire qu'un gamin doit rentrer dans ce carcan-là, sinon, moi j'ai l'impression qu'on est dans cette révolution industrielle où tu dois vraiment souffrir, transpirer du sang et des larmes pour gagner ta croûte. Et si tu es là en étant toi-même et donc épanoui, non, tu n'es pas là et tu ne joues pas le rôle que la société attend de toi. Attends de toi, tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de suivi en orthopédagogie avec des exemples d'exercices, pas trop détaillés parce qu'on n'aura pas le temps? Un élève plutôt avec un profil plutôt classique ou un élève qui présenterait plutôt des troubles 10 ou des troubles neurodéveloppementaux? Parce que là, plutôt classique. D'accord. J'ai l'impression que les gens se reconnaîtront plus dans la norme. Oui, alors très souvent, les élèves sont dirigés vers notre association, alors soit par les personnels de l'éducation nationale, CPE, profs principaux, etc., soit par les partenaires sociaux. Parce que vous êtes validé par l'éducation nationale. Oui. L'agrément devrait arriver incessamment sous peu. Hein. Oui, bien sûr, puisqu'on forme en plus à travers tout le département les collègues du premier et du second degré. Donc, les élèves sont dirigés de manière générale par les enseignants, par les profs. Voilà. Donc, lorsqu'ils sont dirigés vers nous, alors là, on prend le cas d'un élève classique, il rencontre des difficultés.
dans 90% des cas. Les 10% restants, ça va être des élèves qui sont de bons élèves, mais qui ont besoin d'optimiser leur stratégie d'apprentissage pour être plus efficaces. Parce qu'on a également beaucoup d'élèves qui travaillent énormément pour peu de résultats. Voilà. Et là aussi, si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, beaucoup de parents se plaignent de ce que tu viens de dire là. Passent beaucoup. Il y a des gamins qui passent Oui, énormément de temps face à leur ordinateur, face à leur cahier, et oui, les parents sentent qu'il y a de la sincérité dans le sûr. travail accompli, mais les notes, voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les notes ne sont pas au rendez-vous. Tout à fait. Et donc, nous, dans le cadre d'un suivi en orthopédagogie, on va redonner du sens à tout ça. Donc, j'ai énormément d'élèves qui arrivent avec cette même problématique. Donc, on va prendre un exemple d'un élève de quatrième. En quatrième, troisième, un élève est Hmm. censé travailler 1h30 par jour. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire 1h30 consécutive, ça peut être 2 petites plages de travail, d'autant que nous, on dissocie un sujet que tu aimes beaucoup, qui concerne la mémorisation. On parle beaucoup des réactivations. Il est essentiel que les élèves puissent inclure dans leur temps de travail personnel un temps de réactivation. Il faut garder en tête que une information qu'un élève aura rencontrée 2 fois dans un temps très court, donc en moins de 24 heures, il va fixer cette information, cette connaissance très fragile, pour 3 semaines. Ça n'est pas négligeable. Donc, Donc, si c'est j'ai très... vu une notion de mathématiques ce matin, je la Oui, revois le soir, je la garde dans ma tête 3 semaines. pendant 3 semaines, si elle a été réactivée le jour même, Oui. évidemment, je lui ai donné du sens, les choses sont claires, je la réactive Il y le a un soir même. objectif. Tout à fait, Hmm. de réutilisation dans un contrôle qui aura lieu peut-être dans 3 semaines, un mois, etc. etc. L'élève va la garder en tête pendant 3 semaines. Donc, ça n'est pas négligeable puisque derrière l'élève, adopte de vraies habitudes de travail le soir qui lui permettent d'être plus efficace à terme et d'avoir moins le sentiment de tout préparer à la dernière minute et le sentiment également d'avoir une grosse charge de travail d'un coup. En réalité, réussir, c'est s'organiser dans le temps. Ça, c'est une des premières clés d'efficacité qu'on dispense aux élèves dans le cadre de nos stages d'efficacité personnelle ou dans le cadre de nos suivis individuels. Le temps est leur allié. L'attention en cours, essentielle. Pour tous les élèves qu'on a en suivi, la première chose que l'on travaille, c'est l'attention en cours. Et c'est ce qui change absolument tout. C'est vraiment le geste sur lequel on passe le plus de temps. Puisqu'une fois que l'élève a compris ce que c'était que d'être attentif en cours, qu'il se conforme à un petit temps de réactivation le soir, il a déjà fixé ses connaissances de manière efficace pour une période d'au moins 3 semaines. Pour peu qu'il réactive tous ces éléments une fois ou deux dans les 3 semaines qui s'écoulent, il installe ses connaissances durablement pour plusieurs mois. Ça n'est pas négligeable. Donc en réalité, l'orthopédagogie repose sur des conseils méthodologiques dont l'élève va s'emparer et qui vont rapidement le rendre efficace. Alors, une fois qu'il aura réactivé une première fois la même journée, 2 fois ou 3 fois dans les 3 semaines qui Oui, suivent, cette information va passer d'une information lambda à une information qui va se trouver dans la bibliothèque mentale. Alors, tout c'est à quel fait. cerveau? Tout ce qui est parfaitement maîtrisé, tout ce qui est de l'ordre des automatismes, Mmh. descend au niveau du cerveau reptilien. C'est là que se trouve la bibliothèque mentale. L'élève, alors aussi fou que ça puisse paraître, ça surprend toujours tout le monde quand je le dis, les meilleurs élèves sont ceux qui réfléchissent le moins. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent parfaitement leurs connaissances et que ça devient des automatismes. Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est très clair pour Mmh. tout le monde. Les personnes qui sont bonnes en orthographe n'ont pas besoin de réfléchir pour repérer les fautes d'orthographe dans une phrase. Donc, ils n'ont D'accord? pas l'impression que c'est fastidieux Ah, pas du tout, puisque c'est très automatique. et La ça faute est démotive pas. immédiatement. Mmh. Par contre, l'élève qui n'est pas bon, la personne ou l'élève qui n'est pas bonne en orthographe, va avoir besoin, pour repérer une faute, de faire revenir dans sa tête toutes les règles qui lui permettent d'identifier. Exemple, est-ce que je mets et ou er? Je vais me répéter la règle dans ma tête et je vais faire la vérification. Remplacée par un verbe du troisième groupe, toutes ces petites astuces. Tant qu'on a recours à ces astuces et qu'elles ne viennent pas automatiquement, on utilise le cerveau néocortex qui est le plus chronophage, le plus énergivore. Donc, nous ne sommes pas sur des stratégies efficaces. Par contre, quand on a compris qu'une fois qu'on maîtrise parfaitement nos connaissances, elles se rangent dans la bibliothèque mentale et qu'elles sont stockées au niveau du cerveau reptilien, on a tout compris et on gagne du temps, de l'énergie. Tout paraît plus fluide. Ça n'empêchera pas de retravailler les lacunes accumulées par l'élève.
Là-dessus, je suis très claire, hein. Donc là, on a l'impression que c'est facile et que c'est idyllique. Mm. Pas du tout. Il faut vraiment que tout cela soit sous-tendu par un objectif précis. En début de suivi, on fixe avec l'élève un objectif, voire 2 objectifs dans 2 matières différentes. Il faut encore une fois que cet objectif soit réalisable et atteignable. Donc l'élève qui a 4 en maths, je ne vais pas lui dire qu'il aura 12 au trimestre prochain. De 4, on peut passer à 6 ou 7, éventuellement 8, puisque si l'élève n'avait aucune habitude de travail, il pourra en réalité grappiller pas mal de petits points. Donc, une fois qu'on a fixé l'objectif, c'est cet objectif qu'on vise et on va définir les étapes. Et là, on va donner à l'élève toutes les astuces qui vont lui permettre d'optimiser son temps de présence en cours en étant attentif, d'optimiser ses capacités mémorielles, ses capacités attentionnelles, ses capacités de compréhension, etc., etc. En plus, on donne du sens à tout ça. Comprendre qu'est-ce que c'est, réfléchir, qu'est-ce que c'est, Donc là, mémoriser. à ce niveau-là, l'élève a déjà adopté son métier d'élève, a compris qu'il avait un métier, que dans ce métier, il y avait des attitudes à avoir, Des règles, oui. des règles à avoir, et ne plus être dans une espèce d'émotion où je n'aime pas le professeur, il ne m'aime pas, j'aime pas cette matière. En réalité, tout ça passe en second plan puisque l'élève a un objectif à court terme qui est d'acquérir une connaissance, de la réactiver pour l'utiliser à la prochaine évaluation. Exactement. Alors attention, la notion de métier d'élève, alors moi je leur explique dès le premier jour, dès ce qu'on appelle l'entretien diagnostique, la séance diagnostique, et c'est vrai que ça les surprend toujours de dire il y a un métier d'élève, mais on n'est pas payé, effectivement. Mais on se nourrit en connaissances, en compétences qui nous serviront pour asseoir le projet professionnel qui arrive après, hein. Donc ça c'est défini, mais en réalité le sens du métier d'élève va prendre forme tout au long du suivi. Et je vous dis encore une fois, en premier lieu, on définit l'objectif et on donne du sens à tout ça. Atteindre l'objectif, c'est bien de l'avoir défini. Mais alors, jusqu'à aujourd'hui, j'avais des objectifs, mais qui ne fonctionnaient pas. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans ma manière de faire? Et là, on y va. Être attentif, qu'est-ce que c'est? Ce que tu es attentif? Quel est ton effort d'attention dans tel cours, tel cours, tel cours? Là, ce qui est toujours très intéressant, c'est de faire un parallèle avec la pratique sportive ou bien les matières dans lesquelles l'élève réussit. C'est là que c'est formidable, c'est qu'en réalité, dans la pratique sportive, qui reste souvent une pratique assez passionnée, et puis la connotation très positive, l'élève va naturellement mettre en place les bonnes stratégies d'apprentissage, puisqu'on est aussi en situation d'apprentissage, même dans le cadre sportif ou dans tous les cadres. Donc finalement, on est bien câblé, il n'y a pas de problème, c'est juste la situation qui change. Donc il faut transposer cette situation positive à l'école pour que ça puisse fonctionner. Absolument. Je le dis souvent, ça fera hurler beaucoup de gens, si on prenait le temps sur la première période d'école, septembre-octobre, d'armer sur le plan méthodologique nos élèves, de redéfinir le métier d'élève, comment fonctionne la tête des élèves, comment est-ce qu'ils vont devoir s'y prendre. Est-ce qu'il y a des pays où on accorde de l'attention à ces aspects-là? Oui, beaucoup au Canada. Il y a des orthopédagogues dans tous les groupes scolaires. D'accord. Dans Et tous donc, les groupes scolaires. on explique aux gamins comment fonctionne le cerveau, comment réactiver. Bon. Dans beaucoup d'écoles en Suisse et en Belgique. La question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est quelle est la frontière entre l'orthopédagogie et les neurosciences? Oh, mais l'orthopédagogie, C'est se nourrit de neurosciences. D'accord. Oui, je peux dire que c'est un continuum. Dans le cadre de mes formations, moi, je suis formée aux neurosciences, hein. Donc, non. Moi, je pense que ça n'est pas l'orthopédagogie versus les neurosciences. Non. D'accord. Ok. Voilà, on se nourrit, donc on prend dans les neurosciences qu'il y a. Et puis, plus que ça, je suis également formée aux thérapies cognitivo-comportementales, à la PNL. On prend tout ce qu'il y a de bon à prendre pour cerner le profil d'un élève. Parfois, alors il y a des élèves avec des profils relativement classiques, je ne vais puiser que dans l'orthopédagogie pure et dure. Pour certains profils d'élèves, j'irai chercher des réponses partout où je peux en trouver. L'essentiel, c'est de pouvoir aider l'élève à se réinscrire dans une dynamique positive de réussite et de redonner du sens aux choses. Voilà. Alors, c'est un peu l'épistémologie de la didactique, puisque finalement, la didactique, par exemple, des langues, c'est d'aller de faire ce patchwork dans différentes disciplines pour proposer un contenu qui puisse répondre à toutes les particularités. Tout à fait, mais tout à fait. C'est en réalité la didactique. Mais comment se fait-il que la didactique a très vite été intégrée et que l'orthopédagogie
euh, galère un peu. Enfin, je sais pas si elle galère un peu, tu me diras, mais Elle a beaucoup galéré. Je pense que vraiment aujourd'hui, on est sur la pente ascendante, hein, parce que de d'accord, toute façon, la didactique, les pratiques pédagogiques actuelles ont montré leurs limites. On est obligé d'accord. d'aller chercher ailleurs. Et puis il y a Alors moi, la pression des parents, Linda aussi, parce que les parents sont encore dans cette optique que bien travailler à l'école permet d'avoir un métier par la oui, suite bien sûr, honorable. Donc les parents, il y a aussi peut-être cette prise de conscience, on en parlera à la fin, si tu es d'accord, mais il y a bien cette sûr, prise de conscience des parents, même dans les quartiers dits sensibles, dits prioritaires, voilà, que l'école permet quand même, d'être bon à l'école permet quand même de s'en sortir par la suite. bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est en plus une valeur à laquelle se rattachent énormément de parents, parce que ce qu'on voit le plus, malheureusement, hein, ce sont les parents qui sont démissionnaires et pour lesquels bon, bah, l'école n'a plus trop de sens dans nos quartiers. Mm. Mais le nombre de familles, même, mais vraiment de parents qui croient dans le fait qu'il y a encore un ascenseur social Mm. euh, et que tout ça sera possible par l'école, mais ils sont pléthores. Et cela, on les entend très peu, très très peu, parce qu'on a en face des élèves qui vont se conformer, qui ont envie de faire plaisir aux parents. Là, pas de problème, pas de difficulté. Mais on parle un peu trop de ces parents qui sont démissionnaires et éloignés de l'école. Mais parce Parce que qu'ils sur un plan sociolinguistique et même social, on a tendance à présenter ces espaces comme des espaces de manque, où les parents ne jouent pas leur rôle, où les gamins n'ont pas les codes, où les gamins ne parlent pas français, etc. Et donc, ce que tu es en train de dire, en fait, s'inscrit dans une cohérence générale selon laquelle on est dans le manque et donc on va faire ce qu'on peut. Voilà. N'en ouais. demandez pas trop, on va faire ce qu'on peut. Et puis, j'ai vraiment l'impression que les frontières des prérogatives des uns et des autres ne sont pas claires dans l'esprit des uns et des autres. Les parents attendent beaucoup de l'école, les enseignants attendent beaucoup des parents. Et j'ai vraiment l'impression qu'au fil du temps, on s'est un petit peu égaré. Et il y a encore des enseignants, et je les salue, hein, qui naturellement, et c'est ça qui est beau, parleront à un moment donné à un élève comme si qu'il était leur enfant ou leur neveu ou leur nièce, Hmm. avec cette même bienveillance, avec Cette cette envie empathie, cette de subjectivité bien sûr. peut-être. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'interdire, parce que je suis dans la case enseignant, Hmm. d'avoir un discours bienveillant quand je sais que je vais pouvoir accrocher un élève et redonner du sens à tellement de choses. Et pourquoi, en tant que parent, je vais devoir m'arrêter à telle frontière? Si on pouvait travailler tous ensemble, main dans la main, Si on pouvait tous ensemble travailler main dans la main, tu me fais penser bien sûr, à des collègues canadiens qui invitent les parents et leurs enfants à l'école primaire, alors, je ne sais pas si ça se fait au collège, à passer la nuit plusieurs fois dans l'année au sein de l'établissement, dans la classe de leur enfant, et ça tisse des liens. Il y a quelques années, j'ai organisé un dîner interculturel entre parents enfin, d'élèves allophones et bah, l'établissement et le personnel de l'établissement, ce qui a beaucoup, beaucoup favorisé la communication et cette peur, parce qu'on on traîne avec nous en tant que parents, cette peur de l'établissement, du chef d'établissement, des professeurs, des disciplines, et ces frustrations, souvent, on les transmet à nos enfants. Et donc, le fait est d'aller les uns vers les autres permet de bah, c'est des déconstruire liens. beaucoup, voilà, Oui, construire c'est des des liens. liens et surtout de déconstruire nos clichés de l'école. Bien sûr, bien sûr. Mais moi, on favorise toutes ces actions, hein. Et puis, alors, je précisais il y a quelques minutes que, avec notre association, maintenant, on organise des formations interacteurs. C'est formidable. On a autour de la table des enseignants, premier, second degré, des parents, des personnels communaux qui interviennent Mhm. directement auprès des jeunes. Ce qui Ouais. est incroyable, c'est de pouvoir croiser les regards Ah oui, il y et a de une prendre synergie. conscience du mur d'incompréhension, du mur de, 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 de alors comment l'exprimer? Tous ces non-dits, toutes ces choses qui réussissent à se poser autour d'une table, alors que Mm. jusque-là, c'était des gens qui n'étaient pas capables de communiquer ensemble, qui n'étaient pas capables de se dire que finalement, ils visaient les mêmes objectifs pour un même élève, mais chacun était retranché dans son coin. Et parfois, ressortent beaucoup de colère et de frustration. Alors qu'une fois que tout ça est exprimé, on réussit à communiquer paisiblement, sainement, à s'écouter, Mm. alors que ça n'est absolument pas capable tant qu'on a l'impression que le collège ou l'école reste un espèce de bunker dans lequel les parents n'ont pas de place, ne peuvent pas siéger.
Et la réciproque est globalement vraie. Beaucoup d'enseignants diront « Oui, mais alors à la maison, il se passe telle chose et telle chose, on n'a pas de prise sur ce qui se passe à la maison. » Je pense qu'il faut arrêter de chercher à avoir une prise sur ce qui se passe à la maison. Alors, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble pour bien cerner un élève et son profil. Là, je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir cette vue d'ensemble, elle est essentielle. Maintenant, je pense que c'est bien de connaître les caractéristiques d'une famille, les difficultés qu'elle rencontre, etc. Mais je pense qu'au sein de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, on peut mettre tous nos élèves sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire que quand ils arrivent au collège, à l'école, au lycée, ils arrivent dans un lieu dans lequel ils sont tous égaux. Et ça fait parfois beaucoup, beaucoup de bien à des élèves qui vivent des choses très difficiles à la maison et qui n'en peuvent plus d'être regardés différemment. Il y a aussi cet aspect-là qu'on ne prend pas toujours en compte. Et il y a plein de causes à faire avancer. On y arrivera dans le temps, mais moi, je ne doute pas qu'on y arrivera. Mais ouais, je reconnais là ton optimisme naturel. Il faut. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de haute potentialité chez l'élève? Qu'est-ce qui nous permet de dire que tel élève, effectivement, il a des difficultés, Oui, mais parce que c'est pas les mêmes difficultés quand l'élève a des carences claires et quand l'élève, limite, il est en avance, beaucoup oui. plus avancé que les autres, mais il a quand même des difficultés parce que quand on est parent et même quand on est enseignant, alors c'est pas la même démarche, mais quand on est parent, on se pose quand même des questions. Mais mon gamin est quand même intelligent, il a appris les tables de multiplication à Oui. l'âge de 5 ans. Comment se fait-il qu'à l'école, il réussisse pas comme ses camarades? Bon, au-delà du fait qu'il a du mal à rentrer dans le moule, dans le système, etc. Mais concrètement, au niveau des apprentissages, qu'est-ce qui pourrait nous alerter? Alors, qu'est-ce qui peut alerter? L'hypersensibilité. Le fait que les élèves à haut potentiel, moi j'ai eu des suivis d'élèves haut potentiel dès 3 ans. C'est incroyable. Ce sont des élèves qui sont extrêmement curieux, qui posent beaucoup, beaucoup de questions et qui, lorsqu'ils s'intéressent à un sujet précisément, creusent absolument le sujet jusqu'au bout des bouts des bouts. Donc, un exemple, un petit garçon, je vais l'appeler A, 3 ans, lorsque je le reçois en suivi, il est passionné par les dinosaures. J'insiste, il a 3 ans. J'ai jamais appris autant de choses sur les dinosaures que de la bouche de ce petit garçon. Ouais. Et il était sur une maîtrise, mais de tous les aspects de la vie des dinosaures. Il maîtrisait parfaitement tous les noms, etc., etc. Et à l'école, il s'ennuie. Enfin, il s'ennuyait, puisqu'aujourd'hui, il est beaucoup D'accord. plus grand, il a à peu près 15 ans. Et est-ce que ces élèves à haut potentiel, est-ce qu'ils passent par différentes thématiques ou c'est une seule thématique, par exemple les dinosaures? Parce qu'autour de moi, je peux avoir dans le cadre de suivi informel des gamins qui s'intéressent au rap. Oui, Et donc, du coup, il a 9 ans, mais il peut te citer de tête des groupes comme IAM, alors qu'il a 9 ans. Ensuite, il va s'intéresser 6 mois après au football et il va parler de Pelé, il va parler de, etc. très C'est un bien. peu ça. Ça peut mettre la puce à l'oreille, oui. L'hypersensibilité, les difficultés à se conformer, l'ennui, très très présent parce que l'école, les savoirs dispensés à l'école ne les intéressent pas, n'ont pas de sens, ne peuvent pas s'inscrire dans quelque chose qu'ils pourront dépasser. Alors après, on a également ceux qui vont être passionnés par les maths. Alors ils seront passionnés par les maths, ils seront limite même meilleurs que le prof de maths, mais dans les autres matières, ça va être compliqué. En tout cas, Alors, l'hypersensibilité, oui, je te laisse finir. Oui, pardon, je disais l'hypersensibilité est vraiment une des caractéristiques à prendre, à garder en tête. d'accord, Oui, d'accord. très sensible Ah, à l'environnement, sensible à tout. alors, j'aimerais te faire réagir à une autre citation. Oui, Est-ce que ça te dit quelque chose, la métaphore du buffet chez oui, Idriss j'en ai déjà Aberkan? entendu Bon, parler, bien oui. sûr. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord. Voilà, et alors, on est en train de changer là-dessus, Wagi. Alors, je vais quand même Ouais. me permettre de nuancer les choses. Oui, Depuis à je peu t'en près prie. 5 ans, on est sur de la pédagogie positive et de Mmh. l'évaluation positive. C'est-à-dire D'accord. que, alors, ce que dit Idriss Aberkan est complètement vrai. C'était vrai jusqu'à il y a très peu de temps et ça l'est encore parce que pour faire bouger le mastodonte éducation nationale, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. D'accord? Mmh. Alors, là, maintenant, on est sur de l'évaluation positive. On ne pointera chez l'élève, on n'évaluera chez l'élève que ce qu'il sait faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur des carnets de suivi. On remet Même en mathématiques? en, en tout. En primaire? École maternelle, école élémentaire, collège, on est en train d'y arriver. Les collègues sont aujourd'hui sont censés évaluer
il ne doit y avoir de traces écrites que des réussites de l'élève. Voilà, pour qu'il soit toujours dans une dynamique positive. On précise à l'oral qu'il y a des difficultés, qu'il y a des manques, mais ce qui ressortira des carnets de suivi des évaluations, ce sont les réussites de l'élève. Voilà. Alors évidemment, l'idée, c'est pas d'être hypocrite et de laisser entendre à l'élève qu'il est brillant et qu'il a un très bon niveau en 4e, si son niveau est le niveau d'un élève de début de 6e. Hein. Mais on l'encourage et on est moins sur des difficultés où l'école ne nous renvoie que du négatif. Les évaluations, c'est violent. Enfin, elles étaient violentes jusqu'à aujourd'hui, les évaluations. Parce qu'Idrissa Berkane a complètement raison. Donc, j'ai appris plein de choses. Je pense avoir appris plein de choses, mais l'essentiel de ce que le prof voulait que j'apprenne, je n'ai pas réussi. Mais je me suis quand même enrichie de plein de choses. Et puis, finalement, on m'évalue que sur ce que je ne sais pas. Ce qui ressort, c'est non pas ce que j'ai appris, même si j'ai appris que 3 phrases sur les 30 qu'il fallait apprendre, on ne met en avant que les 27 que je ne connais pas. Or, on le sait, certains élèves auront besoin de beaucoup plus de temps. Ils ont besoin de temps. Il n'est pas question d'intelligence, il est simplement question de temps. Certains élèves auront C'est un peu l'école inclusive où l'école doit s'adapter un peu à… Oui. qui est considérée quand même comme de la démagogie par un certain nombre de personnes. Alors, j'aimerais les voir à la place de ces élèves qui subissent depuis des années le système scolaire, qui sont en souffrance, qui sont orientés par dépit et qui finalement ne donnent plus foi à rien et décrochent à la fin de la 3e. Mais souvent, les personnes qui disent ça sont des personnes qui se sont très vite conformées au système scolaire lorsqu'ils étaient élèves. Et c'est un peu le principe du bizuté. Si j'ai souffert, il n'y a pas de raison que tu ne souffres pas. Je ne comprendrai jamais cela. Je connais ce principe. Je ne le comprendrai jamais. Jamais, jamais, jamais. Voilà, ça, c'est quelque chose auquel je n'adhère pas. On a un rôle à jouer. Un seul enseignant peut changer définitivement le parcours scolaire et professionnel d'un élève. Un seul. Une personne. Ce qui est positif dans le 93, c'est que quand même votre association est dans la formation des enseignants au sein de l'institution, ce qui est quand même un grand pas en avant. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a un déséquilibre quelque part et qu'il faut solutionner au plus vite. Bien sûr. Et les professeurs premier, second degré sont friands de tous les outils qu'on leur dispense. Ils s'en emparent et puis on reste en lien et ça change réellement les pratiques de la plupart des enseignants, d'une part, et ça change le regard qu'ils portent sur les élèves en difficulté. Moi, je le dis souvent, malheureusement, on aimerait tous avoir que de bons élèves qui nous renvoient le fait que la super situation d'apprentissage qu'on a construite, qu'on a passé plusieurs heures à mettre en place, qu'elle fonctionne. Mais ce n'est pas très valorisant non plus parce qu'on sait très bien au fond de nous qu'un bon élève n'a pas forcément besoin de nous. Oui, tout à fait. Mais ça, il faut accepter de se le dire. Certains ont du mal à l'entendre. Alors moi, je pense qu'il y a ces lieux de carence qu'on appelle banlieues, quartiers populaires et autres étiquettes de cet acabit, mais il y a aussi les zones rurales où les collègues considèrent qu'il y a de la difficulté, mais qui n'est pas catégorisée de la même manière que les difficultés qu'on trouve dans les espaces populaires dits banlieues. Alors liées certainement à nos représentations des habitants de ces espaces, dans les zones rurales et dans les quartiers populaires, c'est toujours plus grave quand c'est des étrangers. Donc, est-ce que tu as déjà fait des interventions dans des zones dites rurales? Pas du tout. D'accord. Non. Où il y a énormément de demandes à ce niveau-là. D'accord. Oui. Pour le moment, en tout cas, pas du tout. On est vraiment concentré sur la Seine-Saint-Denis où il y a vraiment fort à faire à tout point de vue. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer la différence entre les difficultés d'apprentissage et troubles de l'apprentissage? Alors, les difficultés d'apprentissage, n'importe quel élève peut en rencontrer. Voilà, elles s'apparentent à des lacunes, ce sont des manques. Voilà, par exemple, un élève qui arrive en 5e est censé maîtriser une dizaine de compétences pour réussir en 5e, un petit peu dans toutes les matières. Sur ces 10 compétences, il n'en maîtrise que 4 ou 5. Il y a donc une carence, il y a un manque, une lacune sur 4 ou 5 compétences qui le mettront nécessairement en difficulté. La difficulté, elle est censée être provisoire, elle ne dure pas dans le temps, d'accord, si elle est travaillée et qu'on propose une remédiation. Donc la difficulté, on peut l'identifier, elle peut être travaillée, à partir du moment où on réinscrit l'élève dans une dynamique positive, il est capable
de redonner du sens aux choses. Et là, les choses se passent globalement bien. Le trouble de l'apprentissage, les troubles de l'apprentissage sont des troubles dits neurodéveloppementaux. Donc là, c'est un dysfonctionnement au niveau neuronal. Hein. L'élève naît avec le trouble et meurt avec le trouble. D'accord ? Donc là, ce sont vraiment des élèves qui ne le font pas exprès. Donc la dyslexie va se traduire par une difficulté à acquérir la lecture. Beaucoup de difficultés pour les élèves à entrer dans le code alphabétique, beaucoup de confusion de sons, inversion des lettres, etc. Alors, il faut rappeler que beaucoup de personnalités qui ont compté pour la planète étaient dyslexiques. Absolument. Après, le trouble ne disparaît pas, mais il se compense. Et c'est là où c'est important que les enseignants soient formés pour comprendre ce que sont les troubles, puisque par des petits aménagements qu'on met en place en classe, on aide l'élève. Un élève dyslexique, on ne lui donnera pas la même copie, le même contrôle qu'un autre élève. Il faudra que la police soit beaucoup plus grande. Il faudra décomposer les consignes. Ils ne sont pas multitâches. Vous ne pouvez pas demander à un élève qui a des troubles de repérer le sujet, de le souligner en bleu, repérer les verbes, les souligner en vert et les compléments, les entourer en rouge. Il faut complètement décomposer. On ne se concentre que sur le sujet. On aide l'élève à repérer uniquement les sujets. Puis, une fois qu'il a terminé cette première étape et qu'on a pu vérifier, on lui demandera de souligner les verbes. Puis, troisième étape, d'entourer les compléments. On ne peut décemment pas lui demander de lire une même phrase et d'être capable de faire ces 3 actions en même temps. Il faut absolument tout décomposer. Voilà. D'accord. Après, il y a plein de petits aménagements. Pour ceux qui ont des troubles de l'attention, on peut proposer des élastiques de chaise pour les aider à se canaliser. La place dans la classe, les placer devant et pas derrière, etc. Il y a plein de petits aménagements à mettre en place pour faciliter la scolarité de ces élèves-là. Il y a des cartons à mettre en place. Ils ont le droit à un tiers ou à un carton supplémentaire lors du brevet, lors du bac. On peut demander une AESH. Mais alors là, il faut constituer tout un dossier MDPH, etc., etc. Il y a plein de choses à mettre en place. Et il est tout à fait normal, et aujourd'hui l'institution prend en compte le trouble, à partir du moment où il a été diagnostiqué. Et c'est là que nous sommes en grande difficulté dans les quartiers populaires. C'est que la plupart des élèves passent entre les mailles du filet. Il faut savoir qu'un bilan neuropsy coûte en moyenne entre 350 et 500 €. Nombreuses sont les familles qui ne peuvent pas s'offrir ce bilan neuropsy. Donc, beaucoup d'élèves cheminent et ne sont pas repérés. D'accord. Là est toute la difficulté. Et avec Agir, avec notre association, ces élèves, malheureusement, on en a beaucoup qu'on ne retrouve que fin de collège, début de lycée, ce qui est déjà extrêmement tard. Mais l'institution ne se charge pas de ce diagnostic? Non. D'accord. C'est terrible, hein? Non. Ah oui, tu m'apprends quelque chose. Ah non, 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 il faut aller dans le privé. Il faut aller voir un neuropsy. Neuropsychiatre ou neuropsychologue? Neuropsychiatre. D'accord, c'est la médecine. Tout à fait. D'accord. Et puis, il y a cette difficulté par rapport aux personnes considérées comme étrangères où il n'y a pas une grande distinction entre le trouble et la difficulté. Alors, par définition, l'élève qui a des troubles a des difficultés. Mais l'élève qui a des difficultés n'a pas nécessairement de troubles. Il faut bien dissocier les deux. Mais évidemment que l'élève qui présente des troubles de l'apprentissage a un amoncellement de difficultés au quotidien, pour tout, aussi bien à la maison que dans le cadre scolaire. Mais on peut vraiment dissocier les deux puisque l'élève qui a des difficultés d'apprentissage, très clairement, fonctionnera très bien dans les matières qu'il apprécie, sera en difficulté dans les matières qu'il n'apprécie pas. L'élève qui a des troubles de l'apprentissage sera en difficulté, qu'il soit dans une matière qu'il apprécie ou pas, et aura besoin de mise en place d'aménagements, quelles que soient les matières, qu'il apprécie ou pas. D'accord. Alors, pardon ? Cela peut être un bon indicateur pour ceux qui s'interrogent encore sur quelle différence on peut faire entre les deux. Oui. Et donc, pour finir, comment réinscrire un élève dans une dynamique positive, hein? On a un élève, Paul, il est complètement désinvesti, voilà, il veut plus entendre parler de l'école. Il a des difficultés, mais qui ne sont pas forcément extraordinaires, hein. Comment on fait pour le réinscrire dans ce cheminement positif? Alors, je ne sais pas quel est le niveau de Paul, mais on va considérer qu'il est au collège. C'est la période la plus difficile.
Voilà. Oui. Les On n'a pas petits, choisi la facilité. Oui, vas-y. ben non, sinon ce serait pas drôle. Les plus petits, c'est pas trop compliqué parce qu'ils sont vraiment sur de la motivation extrinsèque. Donc, tant qu'on met une petite carotte, les petits Ouais. avancent, cheminent. Alors, la petite parenthèse, qu'est-ce que motivation intrinsèque Ah, et motivation extrinsèque? alors la motivation extrinsèque, c'est la carotte. D'accord? Donc, de dire à un D'accord. élève que, à notre enfant, que ah, si tu travailles bien ce trimestre et que tu as une bonne note, je t'achèterai un iPhone. C'est de l'extrinsèque, c'est la carotte. Idem, l'extrinsèque, lorsque l'élève travaille en fonction du prof parce qu'il adore le prof ou pas, on est sur de l'extrinsèque. D'accord? Là, c'est conditionné par quelque chose qui est extérieur à l'élève. La motivation intrinsèque vient de l'intérieur. Donc là, l'élève est intrinsèquement motivé, quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer, quelles que soient les embûches, même s'il lui faut des heures et des heures de travail, même s'il doit s'investir énormément, il fera absolument tout pour atteindre son objectif parce qu'il sera intrinsèquement motivé. Il ne verra jamais la montagne de difficultés, il va entrevoir la montagne et toutes les étapes pour parvenir à son objectif. On est vraiment sur un point de vue complètement différent. Je te laisse finir avec Paul alors qu'il est au collège. Alors, notre petit Paul, voilà, ras-le-bol complet. Alors déjà, on va quand même aller explorer pour savoir s'il ne s'agit pas de phobie scolaire. Très important, puisqu'encore une fois, on parle beaucoup du scolaire, mais j'éclaire ce qui se passe sur le plan scolaire avec un éclairage plus global sur ce qui se passe aussi dans la vie de l'élève. Encore une fois, il faut cette vue d'ensemble. Alors, la Donc, phobie scolaire, c'est le fait d'avoir peur d'aller à l'école. d'être complètement paniqué à l'idée d'aller à l'école. Elle se caractérise par des signes. Il y a des élèves qui vont développer de l'eczéma, du psoriasis, il va y avoir des signes extérieurs. Hein. Là, il y a le corps qui parle. C'est le corps. Et puis, encore une fois, la phobie scolaire, souvent, il y a le médecin qui s'en mêle et qui la diagnostique. Donc là, on a vraiment des symptômes alarmants. Voilà, le corps parle pour un élève en phobie scolaire. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelle est l'origine de cette phobie scolaire. Bon, le petit Paul, je ne sais pas si c'est ça, mais on va considérer que ça n'est pas de la phobie scolaire. Paul n'a juste pas envie, il a d'autres centres d'intérêt. Sa passion, c'est de jouer aux jeux vidéo tous les soirs, donc l'école a très très peu d'intérêt. Les parents, très peu de prise sur Paul, parce que bon, les parents ne savent pas trop quoi faire. Donc là, Paul, lorsqu'il arrive en suivi, c'est le cas le plus difficile, parce qu'il va falloir que je trouve des leviers dans un contrat que je passe avec lui. C'est-à-dire que toute la magie va opérer dans le contrat que Paul passe avec moi. C'est envers moi, et là, on est sur de l'extrinsèque au départ, puisque Paul, on passe un contrat ensemble, donc un contrat qu'il va signer, hein, dans lequel je lui propose de faire de lui une petite machine de guerre pour mieux réussir. On va fixer des objectifs ensemble. Je vais lui donner des clés. Probablement que jusqu'à présent, Paul pense que l'intelligence n'est pas pour lui et que la réussite scolaire, c'est pas pour lui, c'est extérieur à lui. Mais je vais le rassurer en lui précisant que l'intelligence n'est pas un don, hein, elle relève d'une démarche cartésienne et que moi j'ai un petit peu les clés en main, les cartes, pour lui permettre finalement de se réinscrire dans quelque chose de positif. On va passer un contrat ensemble. Et je ne travaille pas si l'élève n'est pas partie prenante du contrat. Bon, dans 99,9% des cas, ils y vont. Et de toute façon, ils y croient puisque l'idée, c'est qu'il faut bien prendre conscience que Paul est obligé d'aller en cours. Donc, il subit les profs, il subit la famille à la maison. Donc, qu'il ait envie d'y aller ou pas, de toute façon, il y a quand même un retour qui est extrêmement compliqué, parfois violent pour l'élève. Donc, quoi qu'il arrive, moi, j'arrive comme celle qui, de toute façon, va améliorer les choses et lui propose un contrat qui lui permettra d'acheter la paix avec les parents, avec les profs. Est-ce que Paul veut la paix avec les parents et les profs? Tous disent oui. Même les cas les plus difficiles. Bien sûr que oui, ils veulent la paix. Et ils veulent en plus que j'intègre dans leur petit planning du temps de travail personnel des plages définies durant lesquelles ils vont pouvoir jouer. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait cette notion de plaisir. Il faut qu'un élève ait une zone de réussite et une notion de plaisir quelque part. Et c'est dans le cadre de ce contrat que l'élève Paul, va s'intégrer, va accepter le contrat et partira positif. En tout cas, acceptera la règle du jeu. Et en plus de cela, c'est ce qui est intéressant, c'est que après c'est le cercle vertueux. Je lui prouve qu'en étant attentif en cours, mais oui, jusqu'à présent, Paul était probablement inattentif en cours, donc en installant les bases de l'attention en cours dans le cadre de ce contrat, il se rend compte qu'en étant attentif, il comprend davantage, qu'en réactivant, c'est plus facile, que finalement les contrôles qu'il passait des journées entières à réviser, mais sans être efficace, finalement lui prennent nettement moins de temps.
Attitudes différentes en cours, notes qui progressent. Les profs qui le regardent d'un œil différent, qui sont moins, comme ils le disent, sur ses côtes. Parents qui sont également moins sur ses côtes. Donc, positif, tout est gagné. Si on a un autre pôle et que ce pôle est un élève à haut potentiel, c'est-à-dire qui s'intéresse un peu à l'économie, il s'intéresse un peu, voilà, et qui te dit l'école, à quoi ça sert? Et dans une période de chômage structurel, où il n'y a plus de travail, où l'accumulation de diplômes ne va avoir Allez, pour dire. objectif que de rendre plus violente la compétition pour un travail déqualifié, hein, pas du tout valorisant. Le fait d'être bon à l'école, ça sert à quelque chose actuellement individuellement, mais collectivement, bah, ça n'a pas trop de sens. Comment tu vas faire avec ce gamin? Ah bah, si Paul est encore de niveau collège, j'ai un Mhm. levier très intéressant, c'est que de Ouais, toute façon, Paul est sur une scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc d'accord. là, c'est toujours un peu opération séduction. Paul, Alors si j'aime on bien l'opération séduction. et forcément, puisque Paul, il subit les choses, il a conscience de cet environnement négatif, du fait que même s'il a un bac plus 6, ce sera compliqué, on va vivre l'instant présent. On va être sur des Euh, objectifs de très court terme. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de vivre l'instant présent, au présent. Encore une fois, ce nouveau Paul, qui est au potentiel intellectuel, en plus, de toute façon, subit les difficultés relationnelles avec les profs, avec les parents, probablement avec les autres élèves, parce que ce sont aussi des élèves qui ont beaucoup de mal dans les rapports aux autres. C'est compliqué d'avoir l'impression d'être un incompris et d'avoir l'impression qu'on a des élèves qui ne comprennent jamais rien, n'a rien. Donc, Paul, on va travailler sur le quotidien, d'accord, sur l'immédiateté. Les élèves à haut potentiel intellectuel ont besoin d'être sur de l'immédiat. Tout ce qui ne concerne pas l'immédiateté ne les intéresse pas. Ils veulent du plaisir à l'instant T. Ils veulent réussir et être valorisés à l'instant T. La projection est extrêmement compliquée. Demandez à Paul de se projeter dans 6 mois, mais il s'en fiche. C'est ça et qui ça, le c'est rend compliqué. caractéristique des hauts Des hauts potentiels. potentiels D'accord. intellectuels. Alors, être dans l'immédiateté, c'est vraiment très caractéristique. Eux, c'est à l'instant présent, c'est tout de suite. Mon centre de préoccupation, tout de suite, c'est ça. Alors, ce qui est très intéressant aussi avec les hauts potentiels intellectuels, c'est leur garantir de s'épanouir dans un sujet qu'ils apprécient et en parallèle, d'avoir ce contrat avec eux. Il faut absolument qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans un domaine qui les passionne. Donc, à chaque fois que j'ai un nouveau suivi, et je m'intéresse réellement à l'élève. Donc, moi, j'ai appris des milliers de choses par rapport à ces élèves-là. Parce que eux vont me rejoindre dans la dynamique dans laquelle je souhaite les impulser, mais je dois les rejoindre aussi dans leur dynamique à eux, cette dynamique intrinsèque. Le petit A dont je parlais tout à l'heure, qui était passionné par les dinosaures, mais j'ai tout intérêt, d'une séance à l'autre, à me documenter et à le rejoindre pour le capter. Voilà, j'ai un autre, alors là maintenant il est en école d'ingé, mais j'ai un autre élève au potentiel qui était passionné, mais passionné par mince, tout ce qui est l'univers, tout ce qui est, mais complètement, j'ai appris énormément de choses et d'un suivi à l'autre, parce qu'on prépare nos suivis, ben, je suis obligée de sortir de ma zone de confort et d'aller chercher parce que faut que je puisse capter ces centres d'intérêt à lui aussi. C'est un échange en fait, dans un suivi, un échange Hmm. de l'élève à l'orthopédagogue et la réciproque est vraie. Et Linda, toi, en tant que formatrice d'adultes et en tant qu'enseignante, quand tu sais que la période 73 à nos jours a fait que bah, le mode de recrutement change. Ça Oui. veut dire que jusque dans les années 70-73, il y avait ce qu'on appelle la déqualification à l'embauche et la surqualification à l'emploi. Ça veut dire qu'on prenait quelqu'un qui a un CAP et on en faisait un ingénieur 10 ans après. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et donc, ça suscite une nostalgie d'une période où des gens étaient déjà nostalgiques, où l'école était meilleure. Ah, bien évidemment, pas dans les faits, mais dans les représentations. Et donc, bah, on te dit, en gros, tu vends du rêve aux gens. Et de toute évidence, le gamin, tu vas lui donner des couches de culture, il va être très cultivé, très instruit, mais il ne sera jamais ambassadeur, puisque de toute évidence, il y a ce réseau qui lui manque, il y a ses Mm. codes qui lui manquent, il y a sa carte scolaire qui fait qu'il est enfermé dans un déterminisme. Donc, voilà. Est-ce que tu n'es pas marchande de rêve? Pas du tout.
Parce qu'encore une fois, donc si on reprend l'inventaire de ce que tu viens d'évoquer, c'est toute la montagne de difficultés. Tout ce qui va faire que c'est inutile que je m'inscrive dans cette dynamique et que je m'engage, puisque de toute façon, les dés sont jetés et que c'est foiré. Non, je pense qu'il faut vivre l'instant présent. Et ce qui est très important… Donc, c'est ce que tu expliquerais à un enseignant qui va te dire en formation, en gros, parce que c'est un courant de pensée, hein. Il y a des gens qui le pensent, alors qu'ils ne le disent pas forcément, mais qui le pensent, que en gros, on est dealer de rêve et que vu la conjoncture économique, voilà, on a vu des élèves hyper brillants qui en finissent soit au chômage, soit dans des métiers sous-qualifiés par rapport à leur potentiel intellectuel. Pourquoi anticiper la difficulté ? Nous, on n'anticipe pas la difficulté, on va anticiper la réussite. Même si c'est une réussite de court terme, à l'instant T, l'élève, lorsque je le reçois, même si c'est un élève qui est en école d'ingénieur, parce que moi, j'en suis aussi un des grands, en école d'ingénieur, encore une fois, nos satisfactions les plus grandes, on les a après avoir mené un combat, et quelle que soit l'issue du combat. D'accord ? Donc, un gamin qui est passionné, qui veut être ingénieur, pourquoi est-ce qu'on va lui couper les jambes et à un moment donné, l'empêcher de s'engager activement dans un rêve qui pourrait être le sien ? Alors, si à un moment donné, les limites doivent arriver, elles arriveront, les limites. Mais il se sera enrichi, quoi qu'il arrive, de tout ce qu'il aura vécu jusque-là. Donc, désolée pour cet excès d'optimisme, mais depuis 20 ans que je suis orthopédagogue, j'ai vraiment rencontré les profils, parfois, alors, avec tous ces points que tu évoques. Mais pourquoi n'entrevoir et n'anticiper que la difficulté ? Qu'est-ce qui va avoir un impact positif sur ce que je suis en tant que personne ? D'entrevoir alors moi ce côté positif. Et j'y arrive très bien, je ne pense pas être une magicienne encore une fois, avec tous ces élèves qui sont parfois complètement démotivés, désengagés, démobilisés. Et si on a ce discours négatif dans le cadre d'un suivi, alors autant ne pas faire de suivi. Là, je ne peux pas. L'élève, de toute façon, va à la rencontre de lui-même. On est en introspection permanente lorsqu'on est dans le cadre d'un suivi en orthopédagogie. Alors aujourd'hui, j'ai foiré mon école d'ingénieur, mais je me connais mieux que jamais. Et je sais qu'il y a toujours un champ de possible. Moi, j'ai des élèves qui ont arrêté les études de médecine, les études d'ingé, qui sont sortis des écoles d'ingé. Derrière, on se pose la question. Voilà, j'ai découvert telle et telle chose sur ce que je suis. Alors, j'ai foiré les écoles d'ingé, mon école d'ingé, mais aujourd'hui, je connais mes limites, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Hop. Donc, quoi qu'il arrive, l'élève continue de se connaître lui-même. Donc, on va redéfinir des objectifs qui seront différents, voilà, avec des données, puisque quand on est en école de médecine ou en école d'ingé, on a plutôt intérêt à être capable de fournir un certain temps de travail personnel et à être dans une forme de sacrifice. Beaucoup ne l'anticipent pas. Quand je travaille avec des élèves qui ne sont pas encore engagés sur les études de médecine ou école d'ingé, je fais le point avec eux entre ce que ça va leur apporter, ce que ça va leur coûter. Ne jamais minorer les coûts. Sinon, de facto, on engage l'élève dans quelque chose c'est cause perdue. Alors, Linda, est-ce que tu es sollicitée dans les INSPE ? Pour le moment, ça n'est pas le cas. Notre agrément éducation nationale arrive incessamment sous peu. Et là, effectivement, j'ai cru comprendre qu'on allait nous solliciter pour animer des modules tels que ceux qu'on anime en orthopédagogie. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel de toute façon. C'est essentiel. Depuis la loi du 11 février 2005, avec l'arrivée dans nos écoles des élèves porteurs de handicap, de troubles sévères, il faut que les enseignants soient formés. Indispensable. Écoute, tu m'as contaminé par ton optimisme. Donc, on va rester sur cette touche d'optimisme et puis j'espère que ça s'étendra sur d'autres départements qui sont aussi demandeurs que la Seine-Saint-Denis et notamment les zones rurales, hein, où les difficultés ne sont pas du tout moindres. Elles sont différentes, mais elles sont pas moindres. Et donc sur ce, écoute, je te remercie de nous avoir consacré ce temps précieux pour discuter de l'orthopédagogie et je te dis, tu reviens quand tu veux. Voilà. Et à très bientôt. Merci pour cette invitation. À très bientôt, Wajid. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.